Dans ce chapitre, les sociétés face aux risques, nous allons voir de quelle manière les risques augmentent et quelles sont les manières par lesquelles les sociétés peuvent essayer de diminuer l'impact de ces risques. Alors, dans la première partie, nous allons voir justement que les risques sont variés, mais aussi qu'ils sont croissants. Commençons tout d'abord, dans notre première sous-partie, par définir précisément ce qu'est un risque et justement définir précisément aussi le vocabulaire des risques. Alors, un risque est provoqué par un aléa. Un aléa, qu'il soit naturel ou technologique, est un phénomène pouvant être dangereux. Mais on ne parle que de risque lorsque cet aléa provoque des dommages sur une population, sur une société. Un aléa, lorsqu'il n'est pas au contact d'une société, lorsqu'il est dans un espace complètement naturel et sans population, n'est pas un risque. Donc, on va dire d'une population qu'elle est vulnérable en fonction de son exposition au risque. Plus une société est exposée à un risque, plus elle est vulnérable. Et à l'inverse, moins une société est exposée, moins elle est vulnérable. Enfin, le dernier terme important à maîtriser pour ce cours est le terme de catastrophe. Une catastrophe est lorsqu'un risque a eu lieu et qu'une population a été confrontée à ce risque. Maintenant que nous maîtrisons le vocabulaire, nous allons voir dans la deuxième sous-partie qu'il existe de nombreux types de risques. Alors, on sépare déjà trois grandes familles de risques. La première famille, ce sont les risques naturels. Les risques naturels peuvent être des séismes, des tempêtes, des inondations, des ouragans, des cyclones, des éruptions volcaniques. Ensuite, ces risques peuvent être technologiques, c'est-à-dire qu'ils sont liés à l'activité humaine. Ce peut être des risques, des accidents nucléaires, des risques provoqués par le transport de matières dangereuses, par des usines dangereuses, par des explosions d'usines dangereuses. Il y a aussi dans les risques technologiques, par exemple, les risques de rupture d'un barrage et enfin les risques sanitaires, c'est-à-dire les risques qui concernent la diffusion d'épidémies, de virus. Pour terminer cette première partie, nous allons voir que les risques sont croissants. En effet, tout d'abord, la population augmente de plus en plus, ce qui, mécaniquement, expose de plus en plus d'êtres humains au risque. Ensuite, les populations se rapprochent des littoraux. Actuellement, un habitant sur deux de la Terre est proche d'un littoral. D'ici la fin du siècle, ce sera plutôt 80% des habitants. Et il y a aussi le phénomène d'urbanisation. Les populations habitent de plus en plus dans des villes et très souvent, les plus grandes villes se situent au bord des littoraux. Cela veut dire qu'on a une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus concentrée et de plus en plus située dans des zones où les risques sont les plus importants. Cela, effectivement, explique que la population va être de plus en plus confrontée à ces risques. Il y a aussi le réchauffement climatique, en tout cas le dérèglement climatique, qui a tendance à accentuer les épisodes climatiques extrêmes, tels que les sécheresses, tels que les tempêtes. Et on le voit, le nombre de risques naturels augmente, puisqu'en 2002, on a recensé dans le monde 599 catastrophes naturelles, et en 2017, on en a recensé 1100 catastrophes naturelles. Donc les risques augmentent par l'effet de concentration de la population, mais aussi par les effets du dérèglement climatique. Dans la deuxième partie, nous allons voir qu'il existe une inégale vulnérabilité face aux risques. En effet, il y a tout d'abord des territoires qui sont, par leur situation, plus ou moins exposés. Si l'on prend les épisodes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les cyclones, ce sont les zones intertropicales qui sont le plus exposées à ce type de risque. Mais il y a aussi les risques sismiques,
qui vont toucher certains endroits tels que la Turquie, l'Italie ou encore la ceinture de feu dans le Pacifique qui est exposée aux risques sismiques et volcaniques. Mais la vulnérabilité des populations, sa capacité à faire face aux risques s'explique en grande partie par son niveau de développement. Il est important de noter que la majorité des victimes des catastrophes naturelles, 90% des victimes, sont dans les pays en développement. En effet, les conséquences ne sont pas les mêmes lorsqu'une catastrophe se produit, une catastrophe naturelle, dans un pays en développement, ne sont pas les mêmes que dans un pays développé. Dans les pays en développement, ce sont surtout les populations qui sont touchées. En effet, ces États n'ont pas forcément les moyens de prévenir, de gérer les risques et donc n'arrivent pas à faire face, n'arrivent pas à sauver la population. Dans les pays développés, le bilan humain est généralement beaucoup plus faible. Les populations anticipent les catastrophes et elles peuvent aussi intervenir plus facilement lors des catastrophes. Par contre, dans les pays développés, c'est le bilan matériel qui est beaucoup plus important. En effet, il y a plus d'activités économiques, plus de construction, d'infrastructures et donc le coût d'une catastrophe est plus élevé. Enfin, dans notre troisième partie, nous allons nous intéresser aux enjeux de la gestion des risques, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les défis à relever pour faire mieux face aux risques. Alors, il est important de préciser d'abord comment on gère les risques. La gestion des risques se fait en 3 temps. En amont, il faut tout d'abord prévenir le risque. L'anticiper, éviter de construire dans des zones inondables par exemple, prévenir, éduquer les populations, notamment à l'école, construire des infrastructures adaptées. On peut penser au cas du Japon qui construit des bâtiments sachant résister aux secousses sismiques. Il faut, dans la prévention des risques, avoir des systèmes d'alerte aussi. On peut penser en France à Météo France qui va émettre des bulletins d'alerte avant de potentielles catastrophes. Enfin, il faut agir pendant la catastrophe, c'est-à-dire secourir les populations. C'est très important pour limiter le nombre des victimes humaines. Et enfin, il faut, après le risque, reconstruire, mais aussi tirer les leçons des catastrophes afin de justement d'améliorer sa résilience face aux risques. Mais la gestion des risques, et plus particulièrement des risques naturels, ne peut s'envisager qu'au niveau global. En effet, nous l'avons montré, les catastrophes naturelles augmentent et elles s'expliquent en grande partie avec le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique étant causé par l'homme, c'est effectivement l'homme qui doit essayer dans une certaine mesure de limiter ce dérèglement climatique pour pouvoir limiter les catastrophes. Alors, on parle d'action globale, car effectivement, elle doit concerner l'ensemble des pays de la planète, et des conférences se réunissent régulièrement. La plus importante a été en 2015, la COP21 à Paris, qui a permis à un grand nombre d'États, 150, de signer, de s'engager pour limiter le réchauffement de la planète, pour essayer que ce réchauffement ne dépasse pas les 2 degrés. Cependant, cette gestion globale des risques est compromise. Certains États essayent, mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. D'autres pays ont fait marche arrière, comme les États-Unis, qui sont retirés de la COP21. Quant aux pays en développement, ils n'ont tout simplement pas les moyens de se passer d'énergies telles que le charbon, qui sont peu coûteuses, mais qui polluent énormément. Alors on l'a vu, il y a de nombreux risques et ces risques sont croissants. Il n'existe bien évidemment aucun moyen de supprimer totalement les risques. Maintenant, les sociétés peuvent plus ou moins faire face à ces risques et limiter le nombre des victimes.
Cela dépend bien évidemment du niveau de développement et donc de la richesse des pays, mais aussi des volontés politiques, et les volontés politiques ne vont pas tous dans le même sens pour réduire les risques sur la planète.